Bonjour, donc cette vidéo accompagne le cahier pratique concernant le conte Les Trois Plumes. Donc comprendre cette vidéo, évidemment, ce qui va être dit dans cette vidéo suppose que tu aies pris connaissance du conte et des questions qui suivent le conte et de l'explication première, donc inclus dans ce cahier pratique. Voilà. Donc maintenant, dans cette vidéo, ce que je veux, c'est expliquer un petit peu plus les personnages. J'espère déjà que ce que tu as fait, ce que tu dois faire avant, c'est de te projeter sur les personnages, et donc je suppose là aussi que ça a été fait, que toi, spontanément, tu aies répondu aux questions dans le cahier pratique, hein. Voilà, pour que seulement dans un deuxième temps, par mes explications, eh bien, tu puisses comparer, on va dire, avec ce que toi tu as ressenti, hein, parce que c'est vraiment une histoire de ressenti et pas d'analyse. Donc ce qui est important, c'est que toi tu ressentes et puis que tu dises tes impressions. Et là, ce que je vais expliquer, c'est peut-être pour amplifier, hein, voilà, amplifier tes sensations, ouvrir à des ressentis, des éprouvés plus larges, relier les personnages entre eux, apporter des précisions, hein. Voilà ce que il va se passer dans cette vidéo. Bon, alors là, ce conte, en fait, c'est l'histoire de la transmission d'un royaume. Transmettre un royaume, déjà un royaume dans les contes, ça veut dire notre royaume, c'est notre vie. Donc le royaume, c'est ta vie à toi, c'est ton histoire, c'est là où tu vis, c'est là, enfin voilà, c'est ta vie, c'est ton royaume, hein. Ton histoire, en quelque sorte, c'est l'histoire de ton royaume, comment tu le gouvernes, comment tu y vis dedans, et comment tu y réalises ce qui te tient à cœur. Ça veut dire, ça parle en fait de la pérennité de ton royaume, de la fécondité de ton royaume, hein. Retiens bien ce mot de fécondité, c'est-à-dire, c'est un mot, si on le prend dans son sens le plus simple, qui est le contraire de la stérilité. Donc as-tu l'impression que ce royaume n'est pas assez fécond, qu'il est plus ou moins stérile, que tu n'arrives pas à le gouverner, que tu as des idées peut-être comme le roi doit en avoir, des idées de pérennité, mais qu'en fait le héros en toi ne met pas en œuvre les idées du roi, hein, parce qu'il n'est pas en adhésion avec le roi, ou à chaque fois qu'il essaie de réaliser ce que demande le roi en toi, donc hein, ta fonction idéale, on va dire, ta fonction politique, hein, quand elle émet une idée, est-ce que le héros se met en adhésion et exécute en quelque sorte les rêves dont le roi parle, hein. Et alors, est-ce qu'il les exécute? Ça veut dire, est-ce qu'il se met en route mais que ça ne fonctionne pas? Et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne rencontre pas le monde de fécondité, hein, il ne rencontre pas la fée, hein, qui est la troisième fonction. Tu vois, si on considère qu'il y a trois fonctions dans un conte, il y a le roi, le héros et la fée. Bon, il y a une quatrième fonction aussi qui est le tout possible. Bon. Voilà, ça veut dire l'infini des possibles, l'infini, la tension vers l'infini, hein, puisque l'infini, par définition même, ce n'est pas fini. Donc c'est difficile à définir, hein. Bon, donc c'est en fait le chemin de l'évolution. Alors est-ce que ces trois fonctions fonctionnent justement ensemble, hein, ou est-ce qu'il y a une interruption quelque part? Et donc ce conte, il parle d'un royaume qui est dans un certain état,
mais qui a pu être prospère d'ailleurs avant, puisqu'on voit qu'on a affaire à un roi intelligent. Hein. Donc, est-ce que voilà, ce royaume a été fécond, mais à un moment donné, comme dans ta vie, dans la mienne ou dans celle de toute personne, à un moment donné, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Hein. On sent qu'il y a une forme qui arrive à son terme, qu'il y a une mort qui se profile, c'est-à-dire quelque chose qui doit être renouvelé, hein, tout simplement, puisque le contraire de la mort, ce n'est pas la vie, c'est la naissance. Donc il y a un renouveau, une renaissance, une régénération qui doit avoir lieu. Et là, voilà, ça se manifeste dans ce conte par le fait que le roi, il voit qu'il est âgé et qu'il a 3 fils et que donc il va falloir renouveler ce royaume. Donc interroge-toi dans ta vie sur ce qui doit être renouvelé, ce qui est caduque, obsolète, et que tu ressens, on a des ressentis par rapport à ça, hein. On a l'impression qu'on s'ennuie dans une situation, qu'elle est stérile, quoi, et en même temps on entend aussi un appel à autre chose. Voilà. Mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre en quelque sorte pour que cette autre chose advienne, pour qu'il y ait cette renaissance. Hein. On a l'impression que c'est difficile, qu'on ne va pas y arriver, et qu'on ne sait pas trop par quel bout, en quelque sorte, attraper la chose, mettre en œuvre ce renouvellement. Donc c'est l'histoire de ce conte et c'est ton histoire, parce que si tu as choisi, même sans connaître le conte, même sans connaître le contenu, si tu as choisi, si l'inconscient en toi, avec un grand I, hein, pas ton inconscient, ton subconscient personnel, mais l'inconscient, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore intégré dans ta conscience, hein, cet inconscient qu'on peut appeler omniscient, si tu veux, on appelle Dieu aussi. Dieu nous appelle, c'est nous qui adhérons aussi à cet appel de l'infini, de l'évolution, et donc qui créons Dieu en quelque sorte, hein, alors que voilà, classiquement on croit que Dieu nous a créés une bonne fois pour toutes puis qu'on se débrouille avec ça. Non, c'est pas tout à fait comme ça, c'est plus, c'est quelque chose de plus qui nous appelle, hein. C'est quelque chose de plus grand en potentiel, évidemment, qui nous appelle et que on souhaite donc, pas très consciemment, intégrer. Bon, bien sûr, quand on est dans ce processus initiatique, on en devient de plus en plus conscient, on en devient de plus en plus proche, et on répond à cet appel de plus en plus facilement et simplement. Voilà, hein. Notre ego avec son mental, donc qui est là pour aider l'ego à s'exprimer, eh bien, y adhère de plus en plus en s'y apprivoisant, en se rééduquant, hein, en quittant la peur, on va dire, pour au contraire rencontrer la joie de l'évolution. Voilà, je voulais te dire tout ça en introduction parce que c'est vraiment le thème, tu vois, de la fécondité là qui va être, c'est-à-dire de ton identification à l'évolution, hein. C'est ça la fécondité. Quand je parle de la pérennité du royaume, c'est ton identification à l'évolution plutôt qu'à ton ego figé, sans faire disparaître l'ego, hein, mais qui va intégrer davantage, hein, qui va s'ouvrir, grandir, se sentir plus utile au bien commun, par exemple, etc. Enfin, tu vois, c'est pas question de faire disparaître ton ego, mais c'est question de rééduquer le mental à une orientation à la fécondité pour une évolution plus facile, plus fluide, plus souple. Donc ça passe par
comme je dis habituellement, mettre son mental à l'école du miracle. Donc pas question du tout de faire disparaître l'ego, comment dire, en vouloir au mental, mais plutôt de le tourner, de l'ouvrir vers le futur, donc vers l'évolution, la tienne et celle de tout l'ensemble, puisque tu es l'ensemble, hein, voilà. Hein. Alors, donc on va ressentir les personnages un à un, et ces personnages qui sont tous des aspects de toi-même, hein, et qui doivent être un petit peu mis sur la table là pour que tu puisses bien ressentir ces différents aspects et les remettre en harmonie. Et c'est aussi le thème de ce conte, donc mettre différents aspects en harmonie pour pouvoir évoluer. Parce que sinon, les guerres intestines empêchent une évolution, empêchent un avancement. Bon, donc pour que le futur royaume, celui qui doit advenir, puisse être dans la pérennité, eh bien, il ne faut pas de guerres intestines. Hein, voilà. Il faut... en fait, on met tout sur la table pour mieux le réharmoniser. Et puis voilà. Et c'est le thème de ce conte. Tu as pu remarquer qu'au début, donc, eh bien, il y a conflit. Hein, et puis qu'à la fin, eh bien, voilà, les choses sont claires. Et c'est donc ce qui va advenir dans ta propre vie, dans ton histoire, si tu colles bien en fait à cette histoire, si tu la mets bien dans le miroir, hein, tu dois mettre ton histoire dans le miroir de cette histoire pour faire une synthèse en quelque sorte, hein, pour créer un puzzle. Hein, c'est comme si, tu vois, on a des pièces comme ça, détachées d'un puzzle, et puis pour créer une image finale harmonieuse, et puis surtout qui ressemble à quelque chose, eh bien, il faut recoller les pièces ensemble. Hein, voilà, il faut trouver la bonne articulation. Hein, donc articulation, on voit bien que c'est un art, hein, le conte, et pour faire de chacun un artiste ou un artisan, si tu veux, de sa vie, en articulant bien différentes facettes de soi-même qui peuvent soit être en conflit, soit s'ignorer, hein, et pourtant, eh bien, comme on dit, on a besoin de toutes les ressources pour avancer. Hein, voilà. Alors donc, on va commencer par le roi. Hein, il y a ce roi parce que c'est lui donc la fonction politique du royaume. Donc on va d'abord ressentir le roi au début de l'histoire, hein, qui a gouverné d'une certaine manière et qui a l'ambition, eh bien, que ça se prolonge bien, hein, ça se continue bien. Donc, que veut-il, ce roi? Quel est son objectif? Que fait-il et comment le fait-il? Donc, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Hein, voilà. Hein. Et comment aussi ses fils répondent à sa demande. Hein, donc, la demande du roi, c'est ta demande à toi. Hein, et comment d'autres facettes de toi-même répondent à la demande que tu as. Ta demande, c'est ton souhait, c'est ton rêve, c'est ton désir, voilà, appelons-le comme tu veux, mais c'est une petite voix en toi qui demande, qui sent qu'une évolution est nécessaire, d'accord? Bon. Alors, on verra aussi donc comment les fils répondent, mais aussi que ressentent les grenouilles
hein, et comment fonctionne ce monde de fécondité, hein. Donc voilà, on va faire sortir les caractéristiques des trois fonctions, hein, donc comme je te l'ai dit, les trois fonctions, c'est le roi, le héros et la fée. Hein, la fée qui est représentée par les grenouilles, parce que dans les contes, la fée, elle n'est pas du tout représentée comme Walt Disney la représente avec, enfin voilà, une jolie jeune fille avec une baguette magique. Non, non, absolument pas. Les messagers de la fécondité dans les vrais contes populaires sont souvent des êtres que l'on ne fréquenterait pas habituellement, hein. Ça peut être des nains, ça peut être donc voilà, des grenouilles, c'est des animaux bizarres quelquefois, quelquefois c'est une vieille femme ou un vieux bonhomme, ou enfin, et ça montre bien que justement il faut déjà un certain... Pourquoi c'est comme ça dans les vrais contes populaires, hein, pas dans des contes qui veulent coller à une image sociale, si tu veux, avec la jolie fée et sa baguette. Non, non. Ça montre déjà comme ces histoires elles sont initiatiques, ça montre déjà que il faut avoir passé un certain niveau au-delà des apparences. Voilà ce que ça montre. Et ça, c'est déjà très important de comprendre ça, parce que si on n'a pas déjà passé un certain niveau derrière les apparences, eh bien, c'est pas possible, quoi. L'initiation n'est pas possible parce que ça peut rendre fou, parce que y a des contes qui parlent de ça d'ailleurs, hein. Si on rencontre des vérités en quelque sorte trop tôt, sans y être préparé, sans que le mental ait apprivoisé cela, tu vois, eh bien ça peut rendre fou, hein. C'est pour ça que dans les écoles à mystère de l'ancien temps, que ce soit en Égypte, etc. Enfin, c'est pour ça que la connaissance, en fait, était interdite au peuple. Et c'est de tout temps que c'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de connaissances qui ne sont pas accessibles encore à beaucoup de gens, parce qu'ils ne la supporteraient pas. Ils ne la supporteraient pas si elle leur était trop imposée. Il se crée une protection mentale avec des conditionnements, en ne voulant pas admettre certaines choses, en ne voulant pas croire à certaines choses, en ayant un mental conditionné qui les protège de ces vérités. Et ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a toujours des garde-fous et des croyances qui protègent, c'est notre mental justement qui protège ce que l'on ne peut pas, ce que l'on n'est pas prêt à admettre comme vérité. Donc ça protège parce que ça peut rendre fou. Cependant, quand on est coincé en deçà de cet endroit-là, dans la prison, quand on se sent en prison, il faut quand même, si tu veux, ce qui fait qu'on va traverser cette frontière, c'est le courage, et c'est le courage du héros, donc, hein, qui va donc traverser cette frontière. Ça veut dire que c'est et c'est ça les épreuves en quelque sorte, hein. Quand on est capable avec le courage de traverser une certaine épreuve, cela veut dire que on va pouvoir avoir une preuve, hein, une preuve d'une certaine vérité entre guillemets que l'on a à admettre, ou le mot vérité n'est pas à 100% adapté, d'une certaine découverte sur la vie, la vraie vie. Donc il faut, c'est parce qu'on se sera prouvé
qu'on a la force de traverser une épreuve, qu'on sera au niveau capable de recevoir cette vérité sans qu'elle nous détruise presque, hein, enfin, ou sans qu'elle soit trop déstabilisante. Donc à travers ça, tu peux comprendre aussi comment les niveaux d'amour évoluent. Hein, parce qu'on emploie souvent ce terme aussi, niveau de conscience, mais c'est pas vraiment le mot, c'est plutôt des niveaux d'amour, c'est-à-dire cette capacité d'englober plus de vérité sur la vie. Hein. Voilà, enfin j'espère que je me suis suffisamment bien exprimée pour que tu comprennes ce que je veux dire. De toute façon, si tu es prêt à l'entendre, il y a quelque chose qui va résonner en toi. Donc si tu as choisi ce processus, ce conte, si tu as saisi ma proposition, c'est que voilà, tu es prête. Ce changement-là de royaume, c'est prête ça veut dire que tu es prêt ou prête à assumer quelque chose de nouveau dans l'univers que tu crées, hein, puisque c'est toi qui crées ton univers, évidemment. Enfin, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, il y a d'autres propositions où tu trouveras d'autres explications. Voilà, donc qu'est-ce que c'est ce nouveau royaume et pourquoi? Donc tu vas comprendre ainsi pourquoi il y a un des fils qui va être éligible, on va dire, au nouveau royaume et pas les autres. Tu vas mieux comprendre pourquoi le héros est celui-là et pas les autres, et quelle partie de toi donc va vraiment être capable de gouverner ce nouveau royaume. D'accord? Bon. Alors, donc, comment le roi, donc voilà, est un homme âgé en fin de règne, comment il va instrumenter la passation du pouvoir, parce que c'est lui qui instrumente, c'est lui qui est le roi encore, donc il gouverne, et c'est lui qui instrumente cette passation de pouvoir. Ça me fait rigoler un petit peu d'ailleurs, parce que ça se passe comme ça dans les pays, quoi, hein. Donc il y a une instrumentation de la passation du pouvoir. Alors bon, après la fécondité, c'est pas qui est recherché. Malheureusement, c'est pas toujours c'est d'ailleurs pas souvent celle des contes. Hein, voilà, hein, c'est-à-dire une évolution de l'homme. On peut même dire, sans trop se tromper, que c'est souvent un peu le contraire, hein, que c'est pas la puissance de l'être qui est recherchée, mais un pouvoir temporel et matériel. Mais aussi, si je fais cette digression, qui n'en est pas réellement une, c'est pour dire que pour que les choses changent au niveau global, hein, on va dire, eh bien, c'est obligatoirement qu'en chacun, la conscience, la création de l'univers de chacun doit se transformer individuellement pour qu'il y ait un grand changement. Hein. Autrement, c'est pas possible, c'est impossible. C'est l'addition des changements individuels qui peut amener un grand changement. Hein. Ça, tu le comprends aussi. Donc le roi instrumente et il se préoccupe bien sûr du bien futur de son royaume et non pas de son bien personnel. Hein. Et donc il se pose la question parce que justement il ne sait pas réellement lequel de ses trois fils va être capable de poursuivre son œuvre. Hein. Son œuvre. Gouverner son royaume, c'est être
un artiste encore, hein, c'est une œuvre. Il faut vraiment changer de niveau là aussi et arrêter de croire qu'on fait un travail sur soi, parce que ce mot de travail, il garde tout le temps dans un vieux paradigme de souffrance. Hein. Travail est un mot qui veut dire torture. Hein. Donc, il ne faut pas se torturer pour le changement. Hein. C'est vraiment une œuvre. Le but est une œuvre, une réalisation d'une œuvre qui n'est jamais finie, hein, qui est infinie, mais c'est une œuvre et ça change tout. Donc, c'est un enjeu extrême. Hein, donc, quel est l'enjeu extrême dans ta propre vie, hein, peut-être déjà, comme je viens de le dire, de passer de la notion de travail et de torture, donc à vouloir changer les choses, mais à se torturer pour qu'elles changent, à un autre niveau. Tu vois, ça peut déjà être un but de changement de paradigme pour toi, même si tu as peut-être quelque chose de plus précis, évidemment, hein, puisque après, dans le quotidien, voilà, ça peut prendre toutes sortes de formes et d'objectifs. Bon. Alors, donc l'enjeu est extrême, il s'agit de transmettre une œuvre. Hein. Alors, ce roi, comment fait-il ? Que ressent-il et comment le pense-t-il, hein, qu'est-ce qu'il pense ce roi et comment il s'y prend. Alors premièrement donc dès le départ lui-même l'espèce de rituel qu'il va proposer, donc il veut un royaume orienté à la fécondité. Donc, hein, on va le voir. Donc, dès le départ, il est un exemple de ce qu'il souhaite. Hein. Il propose un mode d'action, on va dire, déjà complètement en s'en remettant au hasard, entre guillemets, évidemment. Hein. Et ça, c'est important, c'est à noter. Il s'en remet dès le départ au hasard, hein, à la bonne organisation des choses dans l'inconscient. Hein, et je rappelle que cet inconscient, c'est l'omniscient, le supraconscient, si tu veux, le supramental, hein, c'est-à-dire à quelque chose déjà de plus grand que lui. Hein, comme si, déjà à l'avance, il s'en remettait à lui dans le futur. C'est ça, s'en remettre à ce qu'on appelle le hasard, à jeter les dés, etc. C'est s'en remettre à quelque chose de soi qui est invisible, c'est s'identifier à son évolution et pas à l'ego, c'est-à-dire à ce que je crois être dans le moment, à la personnalité avec sa volonté. La volonté derrière doit devenir le serviteur de cette évolution. Hein, voilà. Donc, premièrement, il fait confiance à la fécondité, il se donne au hasard, au destin, et en soufflant 3 plumes. Donc, il donne la même chance au départ à ses fils, il ne détermine rien, il ne prédit rien, il ne détermine rien, il ne prévoit rien que la fécondité, que de partir de l'avenir en quelque sorte, et pas sur ses propres forces, et pas par rapport à sa mémoire du passé. D'accord ? Donc, il donne la même chance au départ à ses fils, et il souffle donc les plumes. Il ne veut pas donc faire intervenir son propre jugement,
hein, ou ses propres sentiments même par rapport à ses fils. Est-ce qu'il n'y a pas un de ses fils qui préfère? On n'en sait rien, mais pourquoi pas? Donc il s'occupe absolument pas de tout ça. Alors, ça ne va pas de soi, évidemment. Déjà, il fait un acte, je sais pas, que certains pourraient juger de pas raisonnable, finalement. Hein, si on fonctionne cerveau gauche, bah non, puisque dans comment s'appelle la règle, l'étiquette, là, les règles habituelles, eh bien, son geste ne va pas de soi, puisque habituellement, c'est l'aîné qui doit hériter du royaume, c'est-à-dire, par exemple, on pourrait dire en soi la part la plus instruite, la plus, je sais pas, ou la plus diplômée, ou la plus, enfin, tu vois. Donc, c'est l'aîné habituellement qui reçoit le pouvoir, et alors, évidemment, en aucun cas un simplet, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de savoir, et voilà, qui n'est pas diplômé peut-être, ou qui n'est pas instruit, ou qui apparemment n'est pas instruit, du moins, hein, voilà. Donc, que demande le roi? Quand il demande, comment il formule cette demande? Eh bien, quand il demande quand il demande un tapis, qu'est-ce que cela a à voir finalement avec régner? Tu vois, il est question de régner sur un royaume et lui il demande un tapis. Alors, tu vois, c'est un roi très bizarre, on pourrait dire. Hein, pour la succession, il s'en remet au hasard. Et pour évaluer la capacité à régner, il demande quoi? Le plus beau tapis. Donc, tu vois, on n'est pas dans une espèce de rationalisation enfin, dans une attitude qu'on nomme habituellement rationnelle, alors que, bon, c'est une autre histoire, mais elle est souvent absolument irrationnelle. Mais voilà, on ne s'attend pas à ça. Donc, comment ça te parle de toi, ça aussi, hein, qui a choisi ce conte, hein? C'est-à-dire ton inconscient pourra évoluer, a choisi ce conte. Enfin, c'est pas ton inconscient, c'est l'inconscient. A choisi ce conte pour te faire évoluer. Tout comme dans ta vie peuvent survenir des événements complètement inattendus, que tu n'as pas toi-même mis en place et dont sur le coup d'ailleurs tu peux être très mécontent, hein, mécontente, ou les trouver injustes, ou tu vois, peuvent survenir des événements, une maladie, un chômage, un divorce, ou gagner au loto, hein, parce qu'il ne faut pas voir que dès, alors, on a une chance sur, je ne sais plus combien, 100 millions ou 1 milliard, ou je ne sais pas quoi, de gagner au loto, alors il ne faut pas, tu vois, il faut pas compter là-dessus, mais je veux dire, il peut survenir comme ça des choses complètement inattendues, si on dit que nous créons entièrement notre vie, que nous en sommes complètement responsables, on pourrait dire, ah bah oui, non, mais attends, non, ça je l'ai pas prévu, donc ça peut jeter un doute sur le fait qu'on est 100% responsable de sa vie. Eh bien si, à ce moment-là, il faut bien voir que c'est l'inconscient, mais qui est complètement en relation avec toi, l'inconscient avec un grand I, hein, l'omniscient, hein, c'est-à-dire ce dont tu as besoin pour t'identifier à une évolution et ne pas rester coincé sur une idée de toi-même ancienne, hein, ce qu'on appelle, tu sais bien, la zone de confort. Donc à ce moment-là, il y a quelque chose d'un seul coup et que ton cerveau droit, en fait, lui, il est bien au courant. Seulement, comme dans notre culture, le cerveau droit, on l'a quand même bien mis de côté. Alors, eh bien, surviennent des événements dont on se dit, mais enfin, je ne comprends pas que ça me soit arrivé. Eh bien si.
c'est une part de ton intelligence, si tu veux aussi, on peut le dire de cette manière-là. En fait, c'est la fécondité, hein, qui amène quelque chose pour que tu puisses réaliser un potentiel. Voilà. Alors, donc, oui, j'en étais, hein, bah voilà, ça n'a rien à voir avec régner de demander le plus fin tapis, d'accord? Eh bien, le roi demande le plus fin tapis parce que, en fait, sa demande est complètement ouverte, hein. Il ne demande pas quelque chose de défini, de déterminé, hein. Sa demande est sans limite, donc on voit bien que c'est ce qui appelle, c'est le sans limite. Ce qui appelle, c'est l'infini, hein. C'est l'infini de toi-même, hein, géré par ton hémisphère droit, qui appelle. D'accord? Donc c'est pour ça le plus beau tapis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait appel à l'absolu, hein. Il met en exergue la nécessité de l'absolu, la nécessité de tendre vers l'infini, l'infini des possibles. Donc, il attend bien la... Et ceci est la première mesure, on va dire, hein. Le roi, il attend l'absolu, il attend un fils qui va être capable de se tourner vers cet infini. C'est la première mesure pour évaluer, hein, quand je parle de mesure, c'est pour évaluer ses fils et ses fils aînés. Donc voilà, ils arrivent, ils ne passent même pas cette première mesure-là, hein. Qu'est-ce qui se demande le roi? Il se dit, après ma mort, il faut que le futur roi soit capable de fécondité. Lui, il a gouverné très certainement dans la fécondité, on le voit bien, il s'en remet tout de suite à la fécondité. Donc c'est un roi évolué, on va dire. C'est un roi qui s'identifie à l'évolution, hein, et pas à son petit pouvoir uniquement. Voilà, hein. Bon, donc, c'est toi, ça aussi, hein. Tu ne t'identifies pas uniquement à ta personne, qui a tout à fait son rôle à jouer, mais tu es ouvert et ouverte à autre chose, hein. Et donc, c'est toi qui demande. C'est toi qui fais cette demande ouverte, hein. Bon, alors, ce roi, donc, il fonctionne dans la fécondité, et c'est parce qu'il est en fait... Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi, fonctionner dans la fécondité, comme ce roi? Eh bien, c'est que ce roi, il est en total abaissement. Il est en totale humilité. Et c'est parce qu'il est en totale humilité qu'à chaque fois, la fécondité est au rendez-vous. Déjà, ce roi, on voit bien, il fonctionne dans la fécondité. Quand ses fils aînés vont refuser la première mesure, parce qu'ils vont s'en foutre complètement, ils vont, voilà, ils partent dans la direction de la plume, mais en fait, ils en ont rien à faire. Eux, ils n'ont qu'une seule idée, c'est que le royaume doit leur revenir, et s'ils sont alliés d'ailleurs, c'est pas forcément par amour entre eux, hein, c'est parce que ils ont tous les deux cette même idée, et que surtout ils font bloc. Ils font bloc en fait contre leur père, qui est encore roi, hein, donc ils font bloc contre le roi et leur autre fils. Et c'est uniquement pour ça qu'ils font bloc. Donc, le roi, il se met en totale dépendance à la fécondité, et il est voilà, comme s'il il est sûr qu'à chaque fois, elle va être au rendez-vous, hein. Il est en humilité, en abaissement total, et tu vois là aussi ce que ça représente comme simplicité, hein. C'est très simple en fait, hein. Faire un geste, réaliser quelque chose en s'en remettant à la fécondité, c'est-à-dire à ce qui va arriver. À ce moment-là, tu n'as pas à créer de peur, tu n'as pas
la peur, c'est un contrôle, hein. C'est envisager le fait que ça puisse ne pas se passer comme tu le souhaites. Et si ça se passait mieux, ou si ça se passait mieux dans le sens où mieux pour une ouverture à ton évolution, pas forcément mieux par rapport au sens de l'ego, de ta personnalité telle qu'elle veut rester définie de la même manière, mais mieux dans le sens d'une évolution. Hein. Alors, quand on s'abaisse à la fécondité, quand on est dans l'humilité, eh bien celle-ci est obligée de descendre. Quand tu t'en remets à elle, elle ne peut pas t'abandonner, elle est obligée de descendre. Si je m'abaisse, la fécondité est forcément là. C'est comme si tu créais un vide, oui, et dans lequel tu la laisses venir. D'accord ? Alors, et ben voilà, ce roi, il est comme ça, il ne préjuge de rien, il n'induit strictement rien, et voilà, la fécondité est là à chaque fois, et donc il est très important de voir comment ce roi fonctionne, comment il est, et comment il est dans quelle est sa grandeur et sa sagesse. Voilà, c'est un roi qui est grand et sage. Donc ressens bien en toi ce potentiel de grandeur et de sagesse, qui est infini évidemment, mais ressens-en déjà une partie, une part en évolution. Hein, voilà. Alors comment les fils ils ressentent leur père qui leur fait cette demande, hein, et à présent qu'on sait comment est le père, eh bien ces fils donc qui sont dits intelligents et instruits, eh bien comme je te le disais précédemment, ils sont d'accord entre eux parce que au fond ils défendent une conception, ils ont la même en fait conception du pouvoir. Le pouvoir doit être vécu selon l'intelligence et l'instruction. Mais bon, l'intelligence, il faut pas confondre. L'intelligence, on peut être intelligent et ignorant, hein, c'est-à-dire ignorant des lois de la vie en quelque sorte. Voilà, on peut être intelligent, on peut être un technocrate, hein, on peut être savoir faire fonctionner un tas de choses, hein, mais pas, on peut être ignorant de la fécondité. D'accord ? Là, il y a une nuance. Hein. Et ils ont une vision donc purement fonctionnelle, hein, c'est ce que je te disais, donc on peut être un technocrate, hein, donc avoir une vision très fonctionnelle et être très fonctionnel, hein, d'ailleurs. Hein, et c'est pour cette conception donc du pouvoir eh bien, qu'ils font bloc et qu'il n'y a pas de compétition entre eux. Et le bloc qu'ils forment là, ils n'entendent absolument pas ce que leur père veut. Hein. Tu as bien vu, ils rapportent vraiment n'importe quoi. Ils font ça vraiment, comme on dit, par-dessous la jambe. Parce que ça ne rentre pas dans leur conception qu'on puisse demander la fécondité, quoi. Enfin, qu'on puisse être orienté à l'absolu, à l'évolution, au cœur, qu'on puisse inclure cette dimension de fécondité dans le royaume. Eux, ils veulent fonctionner selon leur savoir, leur instruction, leur diplôme, leur technocratie, etc. Donc ça, c'est des parts de toi qui t'habitent aussi, évidemment. Parce que déjà, l'éducation, elle est quand même très largement orientée dans ce sens. Hein. Donc, voilà. Et même, ils trouvent leur père absolument insensé. Hein. Donc, ils n'ont pas la capacité à intégrer
la demande du père. Ça passe pas, ils ne franchissent pas donc la première mesure. Ils ne prennent pas du tout la demande du père au sérieux. Ils sont enfermés absolument dans leur conception, et il y a plein de gens qui sont enfermés dans ce genre de conception, et donc c'est pour ça que ils restent en fait dans leur zone de ce qu'on appelle leur zone de confort, si tu veux, hein. Donc ils ne franchissent pas la première mesure. Ok. Donc en fait, oui, c'est cette conception aussi, elle ne voit que elle-même, hein. Elle n'adhère que à des croyances bien déterminées et figées. C'est ça qui crée le sortilège, en fait, dans un royaume, hein. Et c'est pour cette raison donc qu'ils en fait ils poursuivent la chose qu'en redemandant la même chose à leur père. Il n'y a aucune évolution, à chaque fois ils redemandent exactement la même chose. Ils jugent que leur frère n'est pas apte à régner, que eux sont aptes à gouverner, point barre, quoi, hein. Il n'y a aucune remise en question. Alors, au niveau du simplet, lui, ça se passe. Alors, comment ça se passe pour lui? Ben, justement, la fécondité, elle est pour lui, puisque lui, ben, dans sa simplicité, en fait, il n'a pas l'expérience de son père encore, mais il est le digne héritier finalement de son père, parce que, bon, évidemment, au début, il est triste, il est déçu parce que sa plume, mais elle tombe là parce que ça lui correspond à lui, quoi, hein, à cette part de toi, donc, hein. La plume, elle tombe là, sur le coup, il est un peu, voilà, il est un petit peu triste, hein, mais voilà, il se croit un petit peu hors course sur le coup, mais enfin très rapidement, bon ben, il s'assoit là, hein, il s'assoit là à côté de sa plume, et bon, il se tient triste un petit moment, un petit peu comme quand on a comme ça, parfois, on croyait qu'on allait faire ceci ou cela, qu'il allait se passer ceci ou cela, et puis bah non, il se passe, enfin rien non, parce qu'il se passe jamais rien, mais il se passe autre chose, hein. Et alors, bon, donc on peut avoir un petit moment de tristesse, mais si finalement on s'abandonne, donc il fait comme son père, il s'abandonne à ce qui se passe, il s'assoit là, hein, et ben justement, c'est là il se passe quelque chose, hein, il se passe quelque chose de très intéressant. Et alors, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que il est, il est, bon, il croyait qu'il allait se passer quelque chose, et d'un seul coup, il est chahuté dans sa compréhension, hein. Il était parti pour voyager dans le monde, hein. On te demande le plus fin tapis, bah, tu crois que tu vas aller le chercher, voilà, dans un beau magasin, etc. Bon, donc, il est chahuté par rapport à ça, et il est complètement dépassé. Il est dépassé, pourquoi? Parce que lui, ce simplet, il voulait vraiment faire plaisir à son père. Lui, c'est le seul des trois fils, donc, qui est en adhésion totale. Tu vois, c'est la part du cœur, en fait, et qui est en adhésion totale à la demande du père. Il veut ce plus fin tapis par amour pour son père. Comme, qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie? Qu'il y a une part de toi qui peut être complètement en adhésion à ton souhait, à ta demande. Alors on a vu qu'il y avait d'autres parts donc qui disent bon, c'est pas possible, ou qui ont une idée fixe sur le comment ça doit être réalisé, hein. Mais cette idée fixe, voilà, on voit qu'elle passe en fait
à côté, hein, alors que on a une part en nous qui peut être en totale adhésion à notre rêve, à notre souhait. Hein. Et c'est ce que représente le simplet. Hein. Qu'est-ce qui se serait produit si c'était les autres frères, les frères aînés qui étaient descendus dans la grenouillère, bah, il se serait rien produit du tout, tu vois, ils auraient trouvé ça sans doute ridicule, repoussant, etc. Alors que, bon, bah lui, quand le simplet, quand il y a cette trappe, quand il voit cette trappe et puis qu'il descend, comme il est en totale adhésion à la demande de son père, il est toujours proche de son désir. Il est proche du désir du père. Le désir du père et le sien ne font qu'un seul et même désir. Donc, ça fonctionne, il a immédiatement la réponse de la grenouille, etc. parce qu'il reste au contact du désir. Il ne se coupe pas du désir. C'est ça qu'il faut bien que tu comprennes. Hein. Il comprend tout de suite, quand on reste au contact de son vrai désir, on comprend qu'on est toujours dans un endroit magique. C'est-à-dire que si le désir est implanté en toi, si tu es ce désir, par magnétisme, automatiquement, le magnétisme c'est la magie de la vie, automatiquement l'objet de ton désir apparaît. Alors il apparaît comment? Il apparaît tout simplement parce que tu le vois. Si tu es au contact de... C'est très simple ce que je te dis. Si tu es au contact de ton désir, à fond, à 100%, tu le vois. C'est-à-dire que tu vois la réponse, ou tu vois des éléments de réponse qui apparaissent les uns après les autres. Parce que l'objet, si on peut dire, de ton désir était déjà là. Ton désir, l'objet du désir, il est voilé. Mais d'abord, on parle bien des yeux du cœur. Les yeux du cœur voient au-delà des apparences. Quand tu es fixé sur une idée de comment ça doit être, tu crées un écran. Parce que, comme je te le disais au début, les messagers de la fécondité sont souvent des êtres que, de manière conditionnée, tu ne vois pas, tu ne fréquentes pas même. Il y a un barrage. Alors que quand tu es au contact de ton désir, eh bien, tu vois avec les yeux du cœur. Hein, c'est dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, il est dit. Hein. Mais c'est exactement ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que le simplet, il est très rapidement au contact de la trappe des grenouilles et qu'immédiatement, les grenouilles lui donnent. Parce qu'il est simple. Parce que la simplicité fait que on va directement au but, parce que le but, il est là, en fait. L'extérieur est simplement un prétexte à se mettre en route. Hein, et c'est ce qui se passe. Voilà, les plumes sont censées mettre en route, et que nous indique ce conte que on va chercher à l'extérieur, mais on a besoin de cette demande extérieure, hein, et c'est bien joli de dire on a tout en nous et tout, attention, il faut souvent ces prétextes, puisque j'ai tout en moi, je fais rien, quoi. Non, ça, il faut y renoncer aussi, hein. C'est en se mettant en quête, hein, en s'engageant dans une quête. Donc on a des bras, des jambes, etc. On est fait pour agir. Hein, donc c'est en se mettant en quête. Hein, on a aussi une intelligence, etc. Ça dépend ce qu'on a à faire. Hein, si c'est
écrire un livre, et ben voilà, c'est ben oui, avec les mains, hein. Donc si c'est aller chercher quelque chose, bon, ben on a des jambes, enfin, voilà. Et on va voir l'objet de notre désir si on est en totale adhésion à la demande. Et c'est tous les pensées contradictoires qu'il faut gérer, évidemment. Voilà, il y a d'autres contes qui parlent de comment on retourne les obstacles, etc. Mais ce conte, voilà ce qui nous exprime, que ce simplet, par sa simplicité, justement, par son adhésion, par le cœur à la demande de son père, eh bien, c'est là, en dessous, juste en dessous, et qu'il demande et il obtient. D'accord ? Donc, il va y avoir 3 demandes, donc 3 mesures, et à chaque fois, ça va être la même chose. Hein. Les aînés sont toujours encombrés de leur conception du pouvoir et donc ne répondent pas à la demande de fécondité, c'est-à-dire à une identification à l'évolution que leur père demande. Donc, il faut être aussi dépouillé, hein, c'est un mot là important, il faut être dépouillé de complications pour avoir accès à ce monde de la fécondité qui apparaît dans ce conte donc sous forme de grenouille. Hein. Et à chaque fois, le père, il oriente à cette fécondité en disant le plus beau tapis, la plus belle bague, la plus belle femme, etc. Et ça veut dire quoi? À chaque fois, le simplet, par son dépouillement, il va trouver ce qu'il y a de mieux dans l'instant, ce qu'il y a de mieux pour lui, hein, et à chaque fois. Et alors, le père, pourquoi en fait il cède à la demande de ses aînés, alors que à la première fois, ça aurait dû être résolu. Et bien ça, c'est très important aussi, c'est que c'est pour que les aînés d'eux-mêmes se rendent à l'évidence. Tout comme en toi, à un moment donné, tu peux te rendre à l'évidence que les solutions que tu connaissais donc par le savoir pour atteindre un objectif, c'est-à-dire souvent on essaye et on réessaye sans arrêt la même chose pour obtenir quelque chose, pour atteindre un but, on essaie 50 fois la même chose sans jamais remettre en question la manière dont on va l'obtenir. Et c'est pas parce que tu vas faire 10 fois la même chose, avec les mêmes sentiments, avec la même manière de faire, tu peux le faire 10 fois ou 100 fois, ça ne fait que redondance. Et ça, c'est vraiment le côté névrotique, si tu veux, qui refait tout le temps la même chose. Hein, et donc qui amplifie même le côté victime, c'est-à-dire voilà, tu vois bien que moi je suis une pauvre victime, je suis une pauvre blessée, il y a mes blessures, il y a mes problèmes, il y a mes machins et tout. Oui, c'est clair que ça c'est la part névrotique alors que il faut un déclic, un dépouillement justement de ces mécanismes à un moment donné et prendre la décision que je m'abandonne, je m'abaisse, je m'en remets à la fécondité, c'est-à-dire à des inspirations nouvelles, à des idées nouvelles, même s'il y a une part de moi qui les juge saugrenus, comme les aînés jugent saugrenus la demande du roi. Ils font semblant de faire ce qu'il lui demande, etc. Mais ils n'en ont rien à faire et ils trouvent ça complètement ridicule. Ils auraient vu les grenouilles, ils auraient dit, ils n'auraient rien fait avec les grenouilles. Hein. Voilà, donc, à présent, reste à voir. Donc, alors là, on a vu le roi et les fils. Hein.
Il reste à voir donc la fonction de fécondité. Eh bien, cette fécondité, en fait, elle répond toujours, puisque c'est s'identifier à l'évolution, s'identifier au but, hein, au but de la vie. Le but de la vie, c'est l'infini, c'est quelque chose qui n'est jamais fini. Alors avec des objectifs intermédiaires, évidemment, que tu peux atteindre, mais s'identifier à l'évolution, c'est ne pas rester figé sur ses acquis, ses conceptions, etc. Hein. Donc, la fécondité, je t'en ai parlé à plusieurs reprises, mais je le répète, elle se présente souvent de manière insignifiante. Hein, insignifiante. C'est-à-dire que souvent, elle est là, quoi. Elle est sous nos yeux, elle semble complètement insignifiante parce qu'on a des idées de grandeur ou de je ne sais pas quoi, enfin, des idées fixes, hein, donc qui créent des sortilèges. Et donc, alors que elle est sous nos yeux. Hein. Donc, elle s'annonce de manière insignifiante et parfois étrange, mais quand le cœur est suffisamment en adhésion, hein, à la demande, eh bien, ça crée comment je pourrais dire. En fait, quand le cœur est suffisamment habité du but, hein, eh bien, c'est ainsi qu'il se remplit d'énergie, il est plein d'énergie. Alors, il est plein d'enthousiasme, d'élan, si tu veux. L'énergie vient du but, hein, et remplit le cœur. Enfin, quand on permet au but, en fait, de remplir notre cœur de courage. Voilà, le courage c'est l'énergie du but. Hein. Et bien, quand notre cœur est suffisamment plein de ça, et bien voilà, on passe à autre chose, on reçoit en fait tout ce qu'il faut pour passer à la gouvernance, enfin à régner sur notre nouveau royaume, c'est-à-dire atteindre un objectif intermédiaire. Hein. Quand je dis intermédiaire, c'est parce que l'évolution est à l'infini, c'est ce qui nous tire, comme le soleil tire les plantes, parce que la terre et la nourriture de la terre est insuffisante, et puis surtout elle ne donne pas de direction. Donc nos rêves, nos souhaits sont des appels de notre identification à l'évolution. Et voilà quoi, donc voilà qu'est-ce que c'est la fécondité. Donc s'orienter à la fécondité, c'est s'orienter à s'identifier au but, et nous sommes aussi ce but, puisque nous évoluons, hein, nous avons évolué depuis le règne minéral, enfin l'évolution est infinie. Hein. Alors voilà, pour terminer, il est probable donc que le simplet, il va donc succéder à son père de manière à continuer la pérennité donc du royaume, et il va régner sous le signe de la fécondité et en accord avec pour lui, la fécondité est représentée par le monde des grenouilles, hein. Un monde qui d'ailleurs très concrètement est très fécond, hein. Les grenouilles, tu sais bien, dans les mares, les têtards, etc. Enfin, c'est un monde grouillant, quoi, hein. C'est un monde très fécond. Hein. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme l'a montré ce monde des grenouilles, n'importe quoi fait l'affaire. Et ça va être intéressant donc dans la réalisation de projets, de voir, donc ça c'est juste pour faire un lien
avec la méthode que tu vas connaître ensuite, de faire un lien avec le fait que tout fait l'affaire. Tout fait l'affaire pour réaliser des objectifs, des projets. Tout peut faire l'affaire. Voilà. Hein. Bon, eh bien écoute, j'espère que ça t'aura éclairé sur un maximum sur ce conte. Et donc, sois attentif, attentive à faire des liens avec ton vécu, à essayer de transposer, hein, vraiment à te voir non seulement dans le miroir du conte, mais aussi à voir, enfin à te voir, quand je dis à voir, ton histoire, hein. On est notre histoire, évidemment, enfin on s'identifie à notre histoire. Mais pour transformer notre histoire, il faut s'identifier à l'évolution de cette histoire. Hein. Sans ça, l'histoire reste figée. Bon, donc il faut s'identifier à l'évolution. Et ce conte est un modèle de réussite, c'est-à-dire pour trouver une issue à ton histoire actuelle et rentrer dans une histoire évolutive. Hein. Voilà. Donc, voilà. À très bientôt. Au revoir.